Bienvenue à notre troisième atelier de la série La gestion financière. Je suis Adèle Mereb. Sachez que la rencontre d'aujourd'hui sera enregistrée et qu'elle sera disponible sur notre site Web au début de la semaine prochaine. Les outils que nous avons ainsi que les présentations seront disponibles sur le site Web. Le lien sera partagé dans le chat. Prochaine diapositive. Tout d'abord, nous aimerions mentionner quelques éléments pratiques de participation et de soins de soi-même. OCACI est engagé à promouvoir l'engagement et la participation de tous les participants et toutes les participantes, incluant les personnes qui vivent avec un handicap. La rencontre d'aujourd'hui sera modérée en anglais avec une interprétation simultanée vers le français. Vous aurez aussi accès à la langue américaine des signes et à la langue des signes québécoise. Si vous voulez activer l'interprétation simultanée vers le français, vous pouvez aller au bas de votre écran sur Zoom, appuyer sur l'icône Interprétation et choisir Français. Si vous souhaitez accéder à la langue des signes américaine, ASL, ou à la langue des signes québécoise, LSQ, vous pouvez aller au bas de votre écran, appuyer sur l'icône Interprétation et sous l'onglet Watch, vous pouvez appuyer sur ASL ou FSL. Si vous voulez activer les sous-titres, au bas de votre écran, vous verrez l'icône CC pour activer les sous-titres codés. Nous encourageons nos participants et participantes à partager leurs questions et leurs commentaires sur Slido. Vous pouvez aller sur le site web Slido et inclure le code que vous voyez à l'écran, ou vous pouvez appuyer sur le lien que nous allons publier dans le chat, ou vous pouvez balayer le code QR que vous voyez à l'écran en utilisant votre téléphone mobile. Nous vous accordons maintenant 5 secondes pour toutes ceux et celles qui veulent balayer le code QR. J'aimerais aussi mentionner que si vous avez des questions sur les instructions qui ont été fournies, dites-le nous dans le chat. Maintenant, quelques détails pratiques. Excusez-moi Léa, est-ce qu'on peut changer de diapositive? Très bien. Donc, quelques éléments pratiques. La fatigue de Zoom est une réalité. N'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous avant tout. Restez présent et attentif à votre corps et à vos émotions. Veuillez remplir le formulaire d'évaluation que nous distribuerons à la fin de la séance afin de nous aider à améliorer les ateliers à venir. J'aimerais maintenant reconnaître les territoires traditionnels des peuples de l'île de la Tortue. La terre sacrée sur laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui a été un lieu d'activité humaine pendant 15 000 ans. Nous reconnaissons la terre sur laquelle Okassi se trouve, qui est un territoire traditionnel de nombreuses nations, dont les peuples Mississauga de Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, les Haudenosaunee et les Wendat. Cette terre constitue aujourd'hui le foyer de nombreuses et diverses personnes issues des peuples des Premières Nations, Inuits et Métis. Ce territoire fait partie du pacte de la ceinture Wampum, un bol, une cuillère, un accord entre les peuples Haudenosaunee et Ojibwe et leurs nations alliées. Ce pacte établit la responsabilité commune de partager et de prendre soin des ressources autour des Grands Lacs. Nous reconnaissons également que Toronto est couverte par le traité 13 signé avec les Mississauga de Crédit. Nous allons maintenant commencer l'atelier. Il s'agit du troisième atelier de la série qui porte sur la gestion financière et j'aimerais vous présenter notre formateur d'aujourd'hui, Roger Ramkisson. Il est un spécialiste chevronné des finances et des ressources humaines qui possède une grande expérience du secteur sans but lucratif, où il a occupé diverses fonctions. Il est également l'ancien directeur principal des finances et de l'administration d'Ocassi et il possède de vastes connaissances et une grande expérience des organismes financés par IRCC. Merci Adèle. Nous allons passer à la prochaine diapositive.
Merci Adèle pour cette chaleureuse présentation. J'aimerais juste ajouter quelques éléments. Je suis un comptable certifié de profession et comme Adèle l'a mentionné, cela fait un certain temps que je suis engagée avec OCACI, même si je ne travaille pas pour OCACI actuellement. Je fais partie du conseil d'administration de nombreuses agences membres d'OCACI. Je suis aussi un immigrant et je partage les préoccupations des participants et participantes ici présents. Je suis engagée à m'assurer que les immigrants et les réfugiés qui choisissent le Canada comme foyer soient accueillis comme il se doit dans ce beau pays. Merci Adèle pour cette présentation chaleureuse. Aujourd'hui, je vais parler des finances et de façon générale, il semble que c'est un thème qui soit complexe pour la majorité des personnes, mais je vais essayer de simplifier les choses et je vais utiliser des termes simples. Et si vous avez des questions, nous allons y répondre la semaine prochaine. Si nous avons le temps, je vais pouvoir répondre à quelques questions à la fin de la rencontre d'aujourd'hui. J'ai développé un certain nombre de ressources qui seront partagées avec vous. Donc, vous n'aurez pas besoin de prendre des photos des diapositives, car nous allons vous les envoyer. Prenez des notes, des questions que vous avez et vous pouvez mentionner la diapositive associée à la question pour que je puisse y répondre plus facilement la semaine prochaine. À la fin de la rencontre d'aujourd'hui, j'espère que vous serez plus à l'aise avec l'outil de budget. Le budget, c'est l'un des plus gros défis au sein des organisations, qu'il s'agisse d'un organisme à but non lucratif ou autre. Nous allons parler du budget. Nous allons aussi parler des rapports financiers et des états financiers qui proviennent des secteurs des organismes à but non lucratif et des organismes caritatifs. Nous allons parler aussi de la surveillance et des contrôles des finances. D'un point de vue de gouvernance, c'est un élément très important. C'est un élément qui est facile à structurer. Et lorsqu'il y a un manque de surveillance et de contrôle des finances, c'est ce domaine-là qui peut causer la perte de votre organisme caritatif ou de votre OBNL. Donc, nous allons parler de cet aspect. J'ai obtenu la rétroaction de certains participants et participantes avant d'organiser la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je sais que vous voulez qu'on parle aussi des ententes de contribution et de la conformité. Je vais aussi parler des pratiques exemplaires, des pratiques financières exemplaires. Et bien sûr, la dernière question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce qu'on peut assurer la durabilité et la gestion des ressources? Car en fin de compte, nous voulons exister pendant des années et des années à venir. Nous voulons continuer de servir nos communautés. Et lorsqu'on se lance dans ce secteur, on veut s'assurer de l'aspect durable. Comme je l'ai mentionné à la fin de la rencontre d'aujourd'hui, si nous avons du temps, nous pourrons répondre aux questions et à la fin de cette rencontre, j'espère que nous aurons une meilleure compréhension des éléments que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous allons aborder le budget. Pourquoi est-ce que le budget est essentiel? Beaucoup d'entre nous, lorsque nous entendons le mot budget, on pense à cela en termes de chiffres. Oui, les chiffres sont importants, mais le budget ne concerne pas seulement les chiffres. Le budget est un document qui nous aide à planifier nos activités ou nos programmes et à planifier nos livrables. C'est un outil très important, un outil de base. Et sans cet outil, nous ne saurions pas comment mettre en œuvre nos financements ou comment mesurer les résultats des financements que nous demandons.
En tant qu'OBNL et organisme caritatif, une fois que vous recevez un financement de gouvernement provincial, local ou fédéral, il faut avoir un budget. Un budget est un document de planification utilisé pour planifier vos revenus et vos dépenses au cours d'une période de temps établie. C'est important de noter qu'il s'agit d'une période de temps établie. Lorsque vous signez un budget, il faut que les objectifs soient mesurables et que la période soit clairement définie. Et donc, il faut que la période de temps établie soit alignée avec l'année fiscale des gouvernements. L'année fiscale est une bonne période pour mesurer les résultats, mais la période de l'organisme, la période mesurée peut changer, mais il faut qu'elle soit établie. Le budget est un guide qui permet à un organisme sans but lucratif de planifier pour l'avenir. Cet outil permet de coordonner des activités futures et d'établir des cibles réalistes. C'est important lorsqu'on demande des financements. Lorsqu'on reçoit un financement, on le reçoit pour une période établie. Ce n'est pas nécessairement pour l'année fiscale, mais ce financement est octroyé pour une période établie. Donc, c'est important d'avoir des informations quantitatives, car c'est cela que reflète le budget. Le budget nous aide à atteindre nos objectifs. Le budget permet aussi aux organismes d'évaluer leur santé financière. Cela est important, car d'une perspective de financement et de dépenses, lorsqu'on rassemble tous les financements et qu'on réalise qu'il y a un déficit ou un surplus, dans ce cas-là, cela veut dire qu'il faut réévaluer le budget. Il va peut-être falloir supprimer certains programmes ou prendre d'autres types de décisions. Donc, l'évaluation de la santé financière passe par le budget. Une OBNL pourrait ne pas approuver un budget qui présente un déficit, par exemple. Donc, le budget permet d'évaluer la santé financière de l'organisme. Le budget permet aussi de surveiller les dépenses. Lorsqu'il y a des rencontres du conseil d'administration, que ces rencontres soient mensuelles ou trimestrielles, l'objectif de ces rencontres est de s'assurer que la réalité de l'organisme reflète le budget. Imaginons que votre conseil d'administration a accepté un budget d'1 million de dollars. Ensuite, imaginons qu'au premier trimestre, vous réalisez que vous avez déjà dépensé la majorité de l'argent dans un seul programme. Cela devrait sonner l'alarme au sein du conseil d'administration, le directeur devrait se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, l'objectif du budget à ce moment-là, c'est de de questionner ce qui s'est passé. Peut-être, par exemple, qu'on réalise que le programme est bien plus prisé que ce que vous pensiez. Et dans ce cas-là, il faudra demander plus d'argent à l'avenir pour ce programme-là. Donc, le budget permet de surveiller les dépenses et de poser ces questions difficiles, à savoir, est-ce qu'on dépense trop? Est-ce qu'on dépense assez? Est-ce qu'il faut redistribuer ces fonds? Et donc, toutes ces questions peuvent être posées dans le cadre d'un budget. On ne peut pas prendre des décisions claires et informées sans point de départ. Et le point de départ, c'est le budget. Le budget vous permet aussi de signaler des points de pression. On reçoit dans le cadre des ententes fédérales 15% pour les coûts administratifs. Et cela peut changer si on reçoit des financements municipaux. Ces 15% sont basés sur les programmes. Lorsque vous établissez votre budget,
et que vous réalisez que vous n'avez pas assez d'argent pour couvrir les coûts administratifs, ce qui inclut le loyer, les salaires des gestionnaires ou des directeurs ou pour payer l'approvisionnement. Ce que cela vous révèle en tant qu'organisme, c'est que vous allez devoir faire des coupes budgétaires pour que les 15% puissent couvrir les coûts administratifs. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que lorsque vous faites un budget, vous devez avoir un sous-budget ou un sous-élément. Moi, j'ai développé un modèle de budget pour vous et je vais vous le montrer d'ici peu. L'objectif ici, c'est de montrer les points de pression. Même si vous avez des fonds pour les opérations, l'argent qui est alloué pour l'administratif, pour les tâches administratives, peuvent ne pas être suffisantes. Vos dépenses administratives ne disparaissent pas ou ne changent pas selon les programmes que vous avez. Si vous avez un loyer et que votre bail est de 5 ans, que vous ayez 2, 3 ou 5 programmes, les coûts liés au loyer ne changent pas. Donc, c'est peut-être les dollars que vous investissez dans les programmes qui peuvent changer, mais les coûts administratifs ne changent pas. Donc, grâce au budget, vous pourrez définir quels sont ces points de pression fixes. Pourquoi est-ce que les budgets sont importants? Tout d'abord, c'est une disponibilité de ressources pour atteindre les objectifs essentiels du programme. Je pense que la majorité des organismes ici présents aujourd'hui ont juste en dessous d'1 million de dollars. L'un des outils du budget, c'est de vous aider à déterminer est-ce que sur ce 1 million de dollars, vous avez par exemple 800 000 pour l'établissement des programmes. Et le budget va vous permettre de déterminer est-ce que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs de programmation ou est-ce qu'il va falloir faire certaines coupes budgétaires pour pouvoir atteindre vos objectifs. S'il y a des augmentations de coûts, par exemple, il va falloir revoir votre budget. Si vous n'avez que 500 000 dollars, par exemple, vous ne pourrez pas avoir 5 ateliers, vous ne pourrez en avoir que 4. Donc, c'est grâce au budget que vous pourrez déterminer cela. L'un des objectifs de la budgétisation, c'est de pouvoir quantifier les coûts associés à chaque programme. Et donc, cela revient au niveau de service. Si vous avez un budget limité et que les coûts augmentent et vous n'avez pas la possibilité d'avoir plus d'argent pour la programmation ou l'administratif, quelle est la meilleure solution? Vous allez devoir parfois diminuer votre niveau de service. Et c'est cela qui est malheureux, car on ne peut pas toujours contrôler le financement que l'on reçoit. Donc, il peut y avoir des répercussions sur les niveaux de service. Il va falloir réduire le nombre de participants ou le nombre de programmes ou le nombre d'ateliers, par exemple. Mais vous ne pouvez pas prendre ces décisions si vous n'avez pas de documents, si vous n'avez pas de budget. Ensuite, le budget vous aide à prioriser des buts et des objectifs stratégiques. La plupart des organismes ont une vision et une mission associées à leurs valeurs. Et lorsque le budget est limité, parfois il faut choisir. Par exemple, si on a un objectif clair, mais qu'on n'a pas le financement pour l'atteindre, il va falloir modifier cela. Il y a donc un montant défini de revenus, de dépenses et de ressources. Et lorsque vous cherchez à prioriser vos buts et objectifs, il va falloir vous baser sur le budget. Et je sais que c'est bizarre car souvent les organismes ont beaucoup de priorités et toutes ces priorités sont importantes. Mais selon le financement disponible, parfois il faut les revoir.
Le budget peut aussi aider dans les stratégies de diversification du financement. Lorsqu'on a des priorités, comme je l'ai mentionné, puis qu'on réalise que le budget ne permet pas d'atteindre ces objectifs, les organismes devront avoir des conversations difficiles pour savoir comment obtenir plus de financement. L'organisme peut se demander, est-ce qu'il va falloir chercher plus de subventions? Est-ce qu'on essaye de toucher de nouveaux marchés? Toutes ces questions difficiles euh, doivent être posées. Ensuite, le budget souligne l'impact comme mise en garde pour la durabilité et la sécurité du financement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le budget vous dit qu'est-ce que vous devez promouvoir. Par exemple, si vous avez une source de financement, qu'elle soit fédérale ou municipale, vous devez utiliser l'outil de budget pour continuer de demander le niveau de financement ou pour demander un financement plus élevé. Et en dernier, le budget permet aussi d'informer les conversations en matière de gouvernance. Dans un cadre de gouvernance, même si la plupart d'entre nous sommes des OBNL et des organismes caritatifs, nous ne sommes pas exempts de gouvernance. Nous opérons dans le même cadre au sein de l'Ontario que les entreprises. Donc, nous sommes gouvernés par des lois sur les ressources humaines et autres. Donc, nous allons devoir suivre le cadre établi. Et donc, le budget vous aide à aligner la gouvernance et les résultats de gouvernance. Pour finir la discussion sur le budget, souvent les gens me demandent quand est-ce que je dois commencer à faire un budget. Dès que votre année fiscale commence en avril chaque année, il faudrait que le budget soit déjà prêt. Il faudrait commencer le processus 2 mois avant et d'ailleurs vers fin janvier, il faudrait déjà commencer le budget. Car cela prend du temps de déterminer est-ce qu'on a assez d'argent pour la programmation, est-ce qu'on a assez d'argent pour les coûts administratifs, est-ce qu'il y aura un ajout de clients. Donc, le processus devrait commencer 2 mois avant le début de l'année fiscale et le processus devrait inclure la rétroaction et l'engagement de tout le personnel du conseil d'administration et du directeur ou de la directrice exécutive. Le comité des finances et de la vérification devrait superviser le développement et l'exécution du budget. Je vais revenir sur cette période de 2 mois que j'ai mentionnée. Il faut comprendre que cela prend du temps d'élaborer un budget, même si vous êtes un petit organisme. Lorsque vous allez commencer à rassembler vos chiffres, vous allez voir que très vite, vous aurez un déficit plutôt qu'un surplus. Et c'est pour cela qu'il faut inclure le conseil d'administration, la direction générale et le comité des finances et de la vérification, car il faut s'assurer que les programmes sont alignés avec la mission, la vision et les valeurs. Et il faut que tous les niveaux de l'organisme puissent s'exprimer. Car comme je l'ai dit sur la diapositive numéro 2, le budget, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi un plan. Vous allez aussi réaliser que ces 2 mois sont importants. Il se peut que vous ayez à modifier votre budget et cela va dépendre du financement que vous recevez. Si vous êtes en déficit, il va falloir revenir au budget, il va falloir parler avec le personnel et peut-être réduire certains programmes. Donc, cela va prendre du temps avant d'avoir un budget finalisé. Lorsque vous n'avez pas assez de temps, que vous commencez trop proche de la date de départ de l'année fiscale, vous allez voir que vous n'aurez pas assez de temps. Vous n'aurez pas assez de temps pour que les changements soient approuvés par le conseil d'administration et vous n'aurez pas le temps de demander des financements additionnels. Donc, parlons maintenant du processus.
Donc, c'est avril 2024 bientôt. Nous en sommes déjà presque à Noël. Ce sera bientôt janvier. Il va falloir commencer à revoir les ententes de contribution et les contrats avec les bailleurs de fonds. Je sais que la majorité d'entre vous, vous avez déjà des ententes de contribution et que certaines de ces ententes finissent en 2025. Si vous avez des ententes de contribution, dès janvier, il faut commencer à les revoir pour s'assurer qu'il n'y a pas de changement en termes de contribution. Il faut que vous vous assuriez que ces ententes de contribution respectent le niveau de service que vous avez planifié. Imaginons, vous voulez fournir 10 ateliers, mais lorsque vous voyez les ententes de contribution ou les contrats, vous voyez que vous n'avez peut-être pas assez d'argent pour faire ces 10 ateliers et augmenter les salaires comme vous le souhaitiez. Ensuite, le processus vise aussi à identifier des objectifs opérationnels et des programmes alignés sur votre mission, votre vision et votre plan stratégique. C'est important car si vous devez faire un choix, c'est important de choisir les objectifs qui sont bien alignés avec votre mission, vision et plan stratégique. Imaginons que vous ayez une contribution de 5 ans d'IRCC. Lorsque vous allez arriver à la 5e année, il y aura des pressions de coûts associées à l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation des salaires et autres. Et donc, ces pressions seront plus ressenties à la fin de l'entente qu'au début. Le processus relatif au budget vous permet aussi d'identifier les ressources nécessaires et disponibles pour accomplir votre programme. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec votre objectif, l'objectif que vous souhaitez le plus atteindre. Qu'est-ce que vous voulez réellement accomplir? Vous commencez par là, puis ensuite, vous regardez les chiffres et vous pouvez réaliser qu'il s'agit là d'un souhait, que ce n'est pas un objectif atteignable, par exemple. Et à ce moment-là, il va falloir commencer à prendre des décisions difficiles. Le processus vise aussi à impliquer le personnel et le conseil d'administration. Le conseil d'administration doit connaître votre budget et vous voulez également impliquer votre personnel. Car s'il y a des changements, votre personnel ressentira également les répercussions. Le processus permet aussi de documenter les décisions prises et les hypothèses. Par exemple, s'il y a des réallocations, il se peut que le bailleur de fonds vous demande sur quoi vous êtes-vous basé pour prendre cette décision. Donc, le budget vous permet de documenter ces décisions. Et en ce qui a trait à la vérification, c'est important aussi car le vérificateur ou la vérificatrice va vous demander sur quoi vous êtes-vous basé pour réallouer ces fonds. Et donc, lorsque vous aurez une vérification financière, vous verrez que les vérificateurs aiment voir les choses écrites sur le papier et voir des documents écrits. C'est important de documenter toutes les prises de décision. Pour rendre la vie plus facile pour vous, je vous encourage, à vous tous, de documenter, de personnaliser le processus que vous utilisez. Si vous êtes une nouvelle agence, que vous n'avez jamais eu un budget auparavant, c'est important de documenter cela, de créer des modèles. Alors, cette manière, vous allez pouvoir l'utiliser à nouveau l'année prochaine. Comme ça, le processus est beaucoup plus rationalisé, sans heurte, dans les années à venir. C'était aussi important pour pouvoir comparer, parce que vous pouvez comparer le processus et de voir si vous pouvez apporter des changements, si vous pouvez aussi apporter des améliorations vis-à-vis les renseignements qui découlent du processus pour ceux qui n'ont pas les connaissances financières. Alors, c'est donc important de pouvoir documenter tous les éléments. Pour clore cette partie qui porte justement les budgets, alors sur cette diapo, vous allez voir différents types de budgets. Alors, nous avons le budget de fonctionnement,
Ça vraiment, ça vous offre une ventilation de toutes les projections annuelles des revenus et dépenses. Par la suite, nous avons le budget des mobilisations. Ce point est important parce que je sais que la IRCC a commencé à financer justement des fonds dans mes mobilisations. Ça peut être, par exemple, des ordinateurs, entre autres. Alors, c'est important de pouvoir peut-être faire ce budget des mobilisations à part. Nous avons aussi le budget de programme. Ça diffère du budget de fonctionnement parce que le budget de programme alimente le budget de fonctionnement. Alors, je vais vous décrire cela. Alors, le budget de fonctionnement, c'est le budget compréhensif. Alors, disons que, par exemple, un financement des RCC, la MCCC, la Ville de Toronto, aux différentes administrations de municipalités, tous ces différents programmes, les ententes de protocole et d'entente informent le budget de fonctionnement. Cependant, le budget de programme est différent parce que c'est très détaillé au programme. À titre d'exemple, par exemple, l'IRCC a un budget à part pour chaque programme. Par exemple, un programme pour lutter contre la violence domestique. Ça, c'est pour simplement refléter le budget qui est associé à ce programme. Et c'est important de faire cela parce que pour chaque programme, vous êtes capable d'identifier les livrables associés à chaque entente de contribution. Alors, le budget de programme de chaque programme agit à titre d'entrant pour le budget de fonctionnement. Nous avons par la suite le budget de proposition de subvention, qui est l'élément qui vient en amont. Alors, lorsque vous commencez à répondre à des demandes en 2024, vous allez pouvoir commencer à rédiger des propositions de budget de subvention pour chaque programme que vous souhaitez déposer. Alors, cela s'alimente chaque livre de budget. Je sais que certaines agences ont des budgets de mobilisation qui fait partie du budget de fonctionnement parce que c'est financé de telle manière. Mais il est important que même si c'est financé de cette manière, c'est important que vous avez une ventilation du budget des mobilisations. Comme ça, vous êtes capable d'identifier leurs besoins en matière de mobilisation. Ça peut comprendre des nouveaux fournitures d'ordinateurs, disons que vous avez un nouveau programme. Et lorsqu'on parle justement quelque chose qui est pluriannuel ou à long terme, alors on parle justement de ce bureau, ces chaises, ou cet ordinateur qui est classifié comme une mobilisation qui va durer beaucoup plus d'un an. Et c'est la raison pour laquelle on parle de pluriannuel. Alors, pour tout qui demande plus d'un an, c'est classé comme une mobilisation et ça devrait être attitré à la ligne budgétaire. Alors, je sais que les ententes des contributions pourraient différer, mais en général, ça ferait partie justement d'un d'un élément de l'immobilisation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Les composantes d'un budget de OSBL comprend les revenus de subvention, les dons, tous les revenus autogénérés. Ça peut comprendre, par exemple, frais de conférencier, toutes les différentes levées de fonds que vous menez. Alors, tout qui sort à l'extérieur de vos subventions, de vos protocoles d'entente et de vos ententes de contribution. Par la suite, de l'autre côté, nous avons les défenses. Par exemple, ça comprend les frais, les honoraires professionnels, le déplacement des clients, les frais de traduction, entre autres. Et bien sûr, nous avons justement ce panier de dépenses administratives. Cela comprend justement ces dépenses fixes qui ne peuvent pas évoluer en vertu des programmes, tels que mentionné plus tôt, le loyer, les frais téléphoniques, le temps des gestionnaires, les fournitures, toutes ces dépenses qui font partie de tout programme. Et justement, ça, c'est où on trouve les points de pression. Alors, j'ai noté ici que les salaires, les avantages sociaux pourraient faire partie des deux catégories ci-dessus, parce que je sais qu'il y a des ententes de contribution qui comprend justement le coordinateur. Alors, ces salaires vont faire partie des dépenses du programme, mais le temps de l'individu qui est partagé à travers différents programmes, par exemple, un gestionnaire financier, ça, ces composants de temps devraient être reflétés dans les dépenses administratives. Alors, ça dépend du règlement, mais en général, tout le monde qui a une implication directe dans un programme
devrait être reflétée en tant que dépense de programme et toute personne qui a un rôle indirect de programme devrait être reflétée dans la catégorie de dépenses administratives. Ça, c'est la règle générale. Je sais qu'il y a certaines agences, on négocie différemment, mais comme cadre général, ça devrait être reflété de cette manière. Merci. Prochaine diapo. Maintenant, pour terminer le point sur le budgétisation, il y a différentes considérations clés des budgets des OBCN lorsque vous commencez cet exercice de budgétisation au mois de janvier. Commence avec définition des activités. Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? Qu'est-ce que vos ententes de contribution au protocole d'entente décrit? Alors, par exemple, c'est décrit que vous devrez livrer 10 ateliers, mais vous n'êtes pas capable de le faire. Vous avez seulement fait 7 ateliers. Ça, c'est une considération que vous avez besoin de justifier et donc ajuster. Il y a aussi la période des temps, comme la plupart des budgets sont faits dans une période de 12 mois. Et cette période, ça peut être celle que vous choisissez. Alors, lorsque vous commencez à préparer votre budget, vous devez commencer la période de temps parce que je sais que la plupart des ententes de financement ne permettent que les financements soient reportés à d'autres exercices financiers. Et ce point est important parce que si vous n'avez pas assez de temps, vous êtes à risque de devoir rembourser le financement. Personne ne veut cela. Vous pouvez justement d'éviter ce type de situation. Il est donc important de revenir à cette période de 2 mois que j'ai mentionnée plus tôt. C'est vraiment important d'identifier vos périodes de temps par justement des groupes de mois. On a déjà parlé des livrables correspondant au budget, les points de pression administrative. Ça, c'est toutes les dépenses que vous pouvez pas contrôler et en général, vous avez besoin de trouver une solution telle que écrit dans les ententes, mais ces dépenses comme évoluent pas vis-à-vis les budgets ou vis-à-vis les programmes que vous avez en place. Alors généralement, c'est des points de pression fixes. Il y a aussi alors, il faut prendre en compte toutes les gens qui font partie des syndicats. Alors, les contrats externes, disons que vous avez une entente de financement contribution qui vous offre pas plus d'argent dans la troisième ou quatrième année de cette entente, mais vous avez justement un contrat externe que- qui vous exige que vous devez payer 3% ou 4% de plus. Vous avez besoin de faire preuve d'innovation pour voir, vous allez pouvoir faire face à ces frais dans la même enveloppe. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de commencer les discussions avant le début de l'exercice financier. Et tous les extras externes, alors tel que mentionné, alors c'est peu que par exemple, vous êtes en train vous avez une entente de financement fixe avec l'IRCC, mais par exemple, le loyer va augmenter pendant votre bail. Alors, vous avez besoin de vraiment d'arrimer tous vos ententes au mois de janvier. Il va pouvoir quantifier tous les changements parce que ça, c'est les entrants clés qui vont déterminer si vous avez assez d'argent, si vous avez besoin de faire des coupures, si vous êtes capable de réaliser vos objectifs ou si vous avez besoin de demander pour plus de financement. Ça, c'est des considérations clés que vous avez besoin d'avoir à l'esprit au début de l'exercice de budgétisation. Merci. Prochaine diapo. Alors, devant vous, j'avais justement un modèle de budget que j'ai développé. Alors, vous n'avez pas besoin de vous stresser vis-à-vis de l'apparence. Alors, il y a tout un outil disponible et Adèle l'a mentionné plus tôt. Alors, c'est juste vous offrir un survol de ce modèle. Alors, j'ai développé tout un modèle complet et vous allez pouvoir le télécharger du site une fois que nous avons terminé. Vous pouvez l'adapter vis-à-vis les besoins de votre agence. Alors, ça identifie tous les entrants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est j'identifié chaque entrant par bailleur de fonds. Alors, tout à l'échelle fédérale, tout à l'échelle provinciale, tout à l'échelle municipale et toutes les variables. Mais ça, c'est toutes vos fonds autogénérés, les levées de fonds, etc. Ça, c'est vraiment comment le budget devrait être présenté. Et je vous offre cela à titre d'exemple parce que vous aide à comprendre, à identifier les points de pression et toutes les tendances lorsque vous êtes capable de faire ces comparaisons.
comparaison. Alors, justement, les sortants, j'ai identifié toutes les dépenses en matière de l'effectif, les avantages sociaux, la formation, tous les coûts, toutes les fournitures de programmes, de loyers, de traduction, entre autres. Alors, j'ai aussi énuméré tous les coûts administratifs. Il y a plus de détails dans cette catégorie parce que je sais que les RCC ont une tendance de demander pour ces éléments. Alors, si vous êtes financé par les RCC, la recommandation, c'est de pouvoir les ventiler davantage. Je sais que ça peut présenter un défi de temps en temps, mais si vous avez un logiciel interne, QuickBooks ou entre autres, ça vous permet vraiment de vous offrir une ventilation détaillée. Alors, si vous avez remarqué, j'ai quelques lignes budgétaires en rouge à droite. C'est parce que, qu'est-ce que je voulais vous démontrer ici, c'est vraiment toutes les réattributions. Si vous avez cela, vous avez demandé cette réattribution, c'est important que vous avez les notes pour pouvoir soutenir cela, parce que votre vérificateur va demander pour cela et comme partie de votre surveillance financière, ils vont demander qu'est-ce qui a déclenché ce changement. Lorsque vous faites un changement de alors, c'est tout l'objectif de pouvoir souligner ces éléments rouges parce qu'il y a un changement et lorsqu'il y a une réattribution, vous voulez pouvoir garder les sources et tous les documents qui attitrés à cette ligne budgétaire. Gardez-le dans un dossier papier ou dans un dossier électronique. C'est important de garder toute la paperasse pour pouvoir soutenir ces décisions dans le dossier du programme. Merci. Prochaine diapo. Alors, nouveau, ça, c'est tous les sortants. Nous avons parlé justement des coûts du personnel et j'étais capable de les ventiler dans le plus grand nombre de détails, comme vous pouvez voir dans cette diapo, parce que vous voulez vraiment d'avoir ce détail pour faire des comparaisons significatives. Alors, ça peut-être vous avez il y a des membres du personnel qui reçoivent des avantages sociaux ou peut-être d'autres qui sont sur des contrats. Et lorsque vous faites cet exercice de ventilation, il se peut que vous allez pouvoir faire une réattribution significative entre les salaires et les avantages sociaux si vous avez un excédent en matière de salaire. Alors, c'est vraiment important de pouvoir d'être très détaillé dans ces exercices. Alors, c'est pour pouvoir aider à mener ces réattributions et ces changements qui vont s'avenir. Je sais que c'est plus facile là, de les rassembler tout ensemble, mais ça enlève les éléments de preuve qui sont nécessaires pour pouvoir justifier les changements que vous devrez peut-être apporter plus tard. Alors, j'ai essayé de vous offrir le plus de détails. Je sais que certaines de ces lignes budgétaires pourraient évoluer, mais la plupart de ces lignes budgétaires viennent d'un contrat existant du RCC, mais et vous pouvez utiliser ces outils pour l'adapter à votre réalité et différentes exigences de votre organisation. Alors, ce document nouveau démontre tous les excédents que vous pourriez avoir et, et je pense que nous avons des membres du CA présents. Alors, dans le bon OBS, OSBNL et dans l'organisation caritative, vous ne pouvez pas adopter un budget à moins que vous pouvez le faire. Alors, à nouveau, ça, c'est quelque chose qui représente un défi parce que ce que ça vous indique ici, c'est que vous n'êtes pas en train de payer le niveau de service versus dépenses. Alors ça, c'est une mise en garde pour le gouvernement. Alors, j'encourage à tous les membres de CA pour, lorsque vous êtes en train d'adopter un budget, que vous devez, ou qu'est-ce que je recommande à faire, lorsque vous adoptez des budgets annuels qui sont à zéro. Alors, on va poser la question suivante. Est-ce que je devrais adopter un budget qui a un excédent? Je dirais que non. À moins que et ça, c'est vraiment malgré cette ligne budgétaire qui indique que le levé de fonds a ces montants équivalents. Et la raison pour ça, c'est lorsque vous recevez du financement d'un bailleur de fonds, l'intention et de tous ces montants devraient être dépensés. Alors, si vous avez un excédent d'un bailleur de fonds ou qui est reflété dans votre budget d'exploitation, vous n'avez pas d'autres sources autogénérées. Ça indique au bailleur de fonds que vous n'avez pas besoin de ces financements. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de répondre aux tous objectifs du programme. Vous n'avez pas budgété correctement et ça veut dire qu'on pourrait
pas demander ces fonds à l'avenir. Alors, la seule manière que vous devrez adopter un budget avec un jeune excédent, si vous avez justement des revenus autogénérés qui quantifient l'excédent qui est dans le budget. Parce que si tous les montants dédiés à un programme ou tous les montants des contributions ou les ententes de protocole devraient être dépensés d'ici la fin de l'exercice financier. On a parlé justement de la réattribution. Alors, disons que votre année, votre exercice financier vient au terme à la fin du mois de mars, vous avez un moment de temps d'excédent. Ça, c'est un moment que vous devez être en train de demander pour une réattribution des montants. C'est le moment de parler à votre bureau de entente de contribution. Est-ce que je peux déplacer ces fonds à une autre ligne budgétaire? Parce que si vous attendez le mois de mars, vous avez fait face à des défis importants. Pour clore cette partie, donc, c'est le message à retenir, c'est que le budget devrait ne devrait pas être adopté par un conseil si c'est un accident parce que ça reflète le problème à l'avenir et l'avenir pourrait présenter son propre lot de problématiques. Alors, c'est donc important d'adopter un budget avec un excédent ou un déficit de zéro. Merci. Prochaine diapo. Alors, je sais que le temps passe assez vite. Alors, on est déjà midi 48. Alors, je vais essayer de aller un petit peu plus vite. Alors, j'aimerais vous parler justement des principes de base de rapport financier. C'est quoi exactement? Alors, c'est faire cette différence à la comptabilité financière versus la comptabilité de gestion. Il y a une différence entre ces deux notions. Alors, la comptabilité de gestion est inférieure par des principes de comptabilité acceptés, c'est régi et c'est exigé par la loi. Mais de l'autre côté, cependant, ça, c'est des rapports internes que nous avons besoin en termes d'organisation pour pouvoir prendre des décisions. Alors, à titre d'exemple, vos états financiers, vos états de comptabilité qui font partie de votre vérification annuelle, et ça fait partie justement de la comptabilité financière. Toutes toute la partie interne, les budgets, les projections, les précisions qui informent justement la comptabilité de gestion. Alors, il n'y a pas de normes en place ou de modèle ou de format pour la comptabilité de gestion. Vous pourrez utiliser n'importe quel modèle. Je vous ai offert un outil, mais vous pouvez l'adapter selon vos besoins et pour que ça rime avec vos besoins. Cependant, vous ne pouvez pas changer justement l'apparence des états financiers parce que c'est une norme. Et ça, c'est la grande différence entre ces deux notions de comptabilité financière et de comptabilité de gestion. Prochaine diapo. Malheureusement, en tant que des OSBNL et des organisations caricatives, on n'est pas exempt de la préparation des états financiers. Comme vous le savez, presque tous les bailleurs de fonds ont besoin des états financiers à la fin de chaque exercice financier. Si vous n'avez pas été financé auparavant, l'IRCC, même la province vont demander juste à 3, même 4 ans d'état financier. Alors, c'est très important qu'on ait ces documents préparés. Et ces états financiers ont besoin d'être vérifiés et j'en parlerai plus sous peu. Mais malheureusement, même si vous êtes une petite agence, on doit être conforme avec la réglementation. Maintenant, je vais vous parler de différents types d'états financiers. Alors, lorsqu'on parle justement de le bilan, alors ça, c'est quelque chose, on parle justement, c'est quelque chose qui est nu le bilan. Ça dépeint la situation financière de votre organisation à un moment précis dans le temps. Et cela est important parce que ça ne capture pas des détails pour toute une année ou tout un exercice financier. Alors, le bilan dépeint le positionnement général à une date précise. Et cette date, normalement, dans ce cas-ci, c'est le 31 décembre, si c'est votre fin d'année ou fin d'exercice est le même. Alors, votre exercice financier peut différer, mais ça demande justement le positionnement ou la situation financière à la fin de votre exercice financier. Alors, le bilan d'opération, ça fait par ça.
On n'utilise pas ce type de terminologie de profit ou de perte. Alors, on touche juste le langage de excédent versus déficit. Et ça représente la différence entre les fonds reçus, des différentes subventions, des différentes ententes de contributions, toutes les revenus autogénérés versus toutes les dépenses des programmes. Et on a parlé des dépenses des programmes, plutôt les salaires, les avantages sociaux. Lorsque vous rassemblez ces deux éléments, le bilan des opérations calibre juste la différence entre le revenu et vos dépenses. Alors, à la fin de la journée, le bilan va indiquer si l'agence avait eu un excédent ou un déficit. Et comme j'ai mentionné, si vous avez un budget de zéro, votre bilan d'opération devrait être très semblable à le budget. Merci. Prochaine diapo. Et par la suite, nous avons l'autre outil, c'est l'état des flux de trésorerie. C'est un élément assez important parce que ça représente d'une perspective financière et de comptabilité, démontre justement le mouvement de dollars en espèces. Alors, peut-être vous êtes en train de vous poser la question suivante. Pourquoi en tant qu'OSBL, pourquoi je devrais m'inquiéter à propos du flux de trésorerie? Il se peut que vous ne recevez pas des avancées de votre bailleur. Si vous avez justement votre agent approuvé une avance, vous allez avoir les fonds disponibles dans la banque et vous devrez être correct. Mais si vous dépendez sur un système vous allez faire une demande et par la suite, vous êtes payé. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas assez de justement trésorerie avant de recevoir le prochain paiement de votre bailleur de fonds. Alors, l'état des flux de trésorerie informe le vérificateur si vous avez besoin d'être meilleur pour pouvoir gérer les entrants et les sortants. Est-ce que vous êtes en train de demander des fonds en amont? Et cette question, normalement, découle de l'état des flux et trésorerie. Et l'autre document, c'est l'état de l'évolution de l'actif net. Alors, dans les termes profanes, ça le, ba- montre la balance des réserves pendant une cours de la période d'un an que nous avons mentionné. Alors, à titre d'exemple, disons que vous avez un budget d'1 million de dollars, mais de ce million, 20 dollars vous avez gagné en tant que votre propre agence. Il se peut que vous avez un déficit de 20 000 parce que vous avez gagné ce fonds à travers une source de non subventionnée. Alors, vous, en tant que chance, vous pouvez décider quoi faire avec ce 20 000 Ce 20 000 il se peut que vous ayez utilisé, votre conseil peut décider que ça soit placé dans des réserves. Alors, l'état de l'évaluation de l'actif net va souligner ce changement. Ça, c'est ce que ça démontre. Prochaine diapo. Alors, suite à les communications financières et la budgétisation, les, lou- les OSBNL et les organisations caritatives doivent opérer dans un cadre. Et malheureusement, ça ne dépend pas sur la taille de votre organisation. Alors, la plupart d'entre vous, justement, sont des agences qui gagnent moins d'un million de dollars, mais malheureusement, vous devez être quoi conforme avec la loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et vous devez être conforme avec les normes comptables pour les organisations ou l'organisme sans but lucratif. Et au Canada, c'est la partie 3 du manuel de CPA Canada. Et comme vous le savez, toutes les organisations caritatives doivent être inscrites auprès de l'Agence du revenu Canada. Alors, par exemple, il doit faire un suivi de tous les dons caritatifs, faire un suivi de toutes les reçus. Vous devez déposer votre déclaration annuelle. Je ne peux pas rentrer dans toutes les déclarations, mais c'est justement le cadre général. Et la raison pour laquelle j'ai inclus ce diapo, c'est vraiment de souligner pour nous que même si votre agence peut-être est plus petite, vous n'êtes pas exempté du cadre, vous n'êtes pas exempté des normes. Ces normes sont applicables malgré la taille de votre agence. Il est donc important d'un cadre gouvernant surtout le CA et le directeur général et les membres du personnel respectent ces normes. Alors, ce diapo a été
inclus ici pour aider aider à comprendre ou vous aider à comprendre le cadre. Prochaine diapo. Cette diapo est importante parce que nous avons une tendance à utiliser le langage des OSBL avec les organisations caritatives enregistrées. Et cela n'est pas correct. Alors, lorsque vous devenez une organisation caritative, vous n'êtes plus une OSBL. Je dois répéter cela parce qu'on utilise les deux termes également. Alors, lorsque vous venez une organisation caritative, vous n'êtes plus une OSBL. Alors, peut-être vous êtes en train d'œuvrer dans l'espace OSBL, mais c'est deux termes complètement différents d'une perspective d'impôt. Et l'implication la plus importante, c'est que les organisations caritatives, oui, peuvent remettre un reçu, mais les organismes sans but lucratif ne peuvent pas. Alors, une fois que vous commencez comme en OSBN, vous pouvez évoluer à une organisation caricative. Alors, ça, c'est la, la façon de procéder normale. Mais lorsque vous devenez une organisation caricative, vous n'êtes plus une OSBNL. Je répète ce message parce que je sais que vous voyez que justement, vous n'êtes pas là en train vous avez pas de but lucratif, mais les organisations caritatives ont des différentes implications. Et de manière plus importante, c'est le point numéro 3. Et j'aimerais vous offrir un exemple sous peu. Les organisations caritatives obtiennent un remboursement d'impôts provincial et fédéral. On part du 82 du 8 provincial et 50 du 5 fédéral. Alors, justement, 13 de TVH en Ontario, alors c'est 8 plus 5, mais seulement une organisation caritative enregistrée reçoit cela. Alors, si vous n'avez pas cet état de caricatif, ce point n'est pas applicable à vous. Alors, je vous recommande à tous qui sont en train de nous écouter, si vous êtes dans ce BNL, mais vous n'avez pas l'état d'une organisation caritative, peut-être vous devrez envoyer une demande parce que ça vaut la peine simplement à cause de ces remboursements. Ça vous permet aussi de pouvoir élargir votre portée en matière de dons parce que vous pouvez échanger ou de remettre un reçu de don et les OSBNL ne peuvent pas faire là. Merci. Très bien, ceci est important. J'ai reçu de la rétroaction. Et donc, j'essaie d'expliquer ce point. Imaginons pendant un instant que vous avez un sous-traitant, un traducteur, une traductrice, et vous payez à ce fournisseur 1 000 $. Et vous verserez à ce fournisseur, s'il est inscrit aux effets de la TVH, un total de 1 130 $. Vous allez donc leur donner les 1 000 $ pour les honoraires et 130 $ pour la TVH. Mais si vous êtes un organisme caritatif enregistré, vous n'allez pas pouvoir facturer à votre bailleur de fonds ce montant. Même si vous avez payé 1 130 $, vous ne pouvez pas facturer 1 130 $ à votre bailleur de fonds. Ce n'est que la portion de la taxe provinciale et fédérale GST donc, et TVH qui peut être réclamée. Je sais que beaucoup de personnes sont un peu confuses lorsqu'on voit cela, mais ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. Donc, c'est juste la partie TPS, TVH qui peut être remboursée. Donc, imaginons que vous ayez un consultant qui vous demande 1 000 $. Cela revient à 1 130 $ en incluant la TVH. Vous allez donc donner un chèque de 1 130. Mais en tant qu'organisme,
on va vous redonner 65 du côté provincial parce que vous êtes un organisme de bienfaisance. On va vous redonner 25 de la part du fédéral. Donc, on vous redonne 90 et ces 90 proviennent de deux sources gouvernementales, 90 et 60 cents. Donc, la TVH que vous m'auriez payé, c'est 130. On vous redonne 90 60. Cela veut dire que lorsque vous allez demander, que vous allez faire votre demande de réclamation, vous pouvez uniquement réclamer la partie que l'on ne vous a pas redonnée. Et donc, cette dépense nette de TVH correspond à 39,40 $. Donc, vous avez émis un chèque pour 1 130 $ et on va vous redonner 90,60 $ grâce au rabais. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réconcilier ces chiffres-là et récupérer une partie de l'argent que vous m'avez donné à moi dans le cadre de cet exemple. Mais vous ne pouvez récupérer que 90 $ et 60 cents si vous êtes un organisme de bienfaisance enregistré. Donc, en tant qu'organisme caritatif, vous pouvez bénéficier de cela, mais si vous êtes une OBNL, vous devez vous assurer d'avoir ces 90 $ en banque pour que le chèque que vous m'avez écrit ne rebondisse pas, pour qu'il ne soit pas rejeté. Car rappelez-vous, vous me faites un chèque de 1 130 $ et même si on vous redonne 90-60 lorsque vous êtes un organisme de bienfaisance, il faut pouvoir avoir cet argent-là disponible. Et c'est pour cela qu'il faut que vous ayez un budget. Et là, c'est juste une transaction simple de 1 000 $. Imaginez que vous ayez des sous-traitants, des contractants et que vous deviez payer des centaines de milliers de dollars. Ce chiffre va augmenter considérablement. Et donc, cela vous aide à comprendre pourquoi est-ce que la gestion du flux de trésorerie est importante. Je sais que cette diapositive est peut-être un peu compliquée, mais j'espère qu'en vous donnant l'exemple détaillé, vous avez compris les nuances. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas réclamer 1 130 au bailleur de fonds et qu'il faut avoir ces 90,60 $ disponibles dans le compte en banque, que ce soit sur la marge de crédit ou il faut que cet argent soit disponible pour que le chèque ne soit pas rejeté, car ce n'est qu'à la fin de votre période de réclamation, et parfois ce n'est que 2 fois par an que les organismes le font, à la fin de l'année fiscale notamment, c'est à ce moment-là que vous récupérerez cet argent-là. Donc, il faudra que pour tous les 1 130 $ que vous émettez, il y ait ces 90,60 $ de disponibles. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. On va continuer. On va passer maintenant à la surveillance et les contrôles financiers. En tant que professionnel de la gouvernance, je me base beaucoup sur les règles. Je suis un comptable agréé et je suis très gouvernée par les règles. Et souvent, c'est le manque de règles qui cause des problèmes. On va parler des politiques, des procédures et des processus. Et comment est-ce que ces politiques, procédures et processus sont des moyens par lesquels un organisme surveille et contrôle la direction, l'allocation et l'utilisation de ses ressources financières. Ces contrôles sont conçus pour prévenir et détecter la fraude, les erreurs de comptabilité et une utilisation incorrecte des fonds. Ces politiques, procédures et processus sont essentiels pour assurer la responsabilité financière, pour gérer les risques et pour maintenir la stabilité et atteindre l'efficience dans les opérations.
Imaginons que vous ayez 1 000 $ en argent comptant. Est-ce que vous savez à quel point c'est facile de perdre cet argent ou de l'utiliser à mauvais escient? Si vous n'avez pas de contrôle et de procédure en place, c'est très facile de faire une mauvaise utilisation de cet argent. Imaginons que Roger travaille dans le cadre d'un projet contre la violence faite à l'encontre des femmes et qu'en même temps, il travaille sur un projet qui entre en conflit avec celui-là. Cela pourrait être considéré comme pourrait être considéré comme étant une mauvaise utilisation de l'argent. Donc, il faut avoir des politiques en place, des procédures et des processus. J'ai créé quelques outils, quelques modèles que vous pourrez utiliser. Ces outils vous permettent d'avoir un cadre de travail. Vous pouvez les adapter à votre organisme. Mais je pense que ce que je vais vous fournir va vous donner un cadre important pour que vos organismes de petite taille puissent mettre en place une surveillance et des contrôles financiers. Les vérificateurs et vérificatrices veulent toujours avoir le feuillet T4 et le résumé de la feuille T4 qui a trait au salaire et à la paye. Et c'est ce que les vérificateurs veulent toujours voir dans le cadre d'une vérification financière, car c'est très facile de faire une mauvaise utilisation de l'argent alloué au salaire. Il y a une différence entre un processus, des politiques et des procédures. Je vais commencer avec celui du milieu. Le conseil d'administration doit se préoccuper de celui-là. En tant que conseil d'administration, on devrait savoir, est-ce qu'il y a une politique financière? Est-ce qu'il y a une politique pour les paiements? Est-ce qu'il y a une politique pour les achats? Est-ce qu'il y a une politique pour les congés maladie? Des politiques doivent exister. Il y a peut-être une politique RH existante qui intègre ces éléments. Il y a peut-être une politique financière que vous avez, mais il faut que dans des documents, il y ait des politiques. Je vais vous fournir quelques modèles de politiques que vous pourrez utiliser. Les procédures viennent complémenter les politiques. Les procédures sont des documents détaillés de ce qui ne doit pas être fait et de ce qui doit être fait. Il s'agit des instructions détaillées sur la manière d'effectuer des tâches, de réaliser des sous-ensembles d'actions. Donc, si vous avez des processus et politiques, la première étape, c'est par exemple que le gestionnaire des finances reçoit un chèque, il envoie ce chèque au département responsable de signer ce chèque. Ensuite, le chèque est envoyé au responsable de programme. Le responsable de programme le signe et l'envoie. Ça, c'est un exemple de processus. Le processus n'est pas une tâche individuelle et le processus est évolutif. Par exemple, un processus peut concerner le travail au bureau. Le processus peut changer car en cas de pandémie, par exemple, il va falloir changer le processus et travailler de la maison. Donc, les processus peuvent évoluer. Et ce sont donc les conseils d'administration qui approuvent les processus. J'ai aussi élaboré des modèles de processus pour vous. Et au bas de ces documents, vous allez voir que j'ai également intégré des échéanciers. C'est important de comprendre cela. Les statuts changent, la législation change, les processus changent. Et donc, vous devez vous assurer que vos politiques en place intègrent ces nouvelles législations et ces changements. Par exemple, l'année dernière, nous avons dû nous assurer que toutes nos politiques sont arrimées avec les changements législatifs. Le conseil d'administration approuve les politiques et les procédures sont approuvées par les gestionnaires.
Et en ce qui concerne les processus, ils sont en général élaborés par le personnel. Ces 3 documents pourraient faire partie d'un seul document, un document de politique. Mais il faut comprendre les différences entre les processus, les politiques et les procédures, car il faut s'assurer que les différents niveaux de responsabilité soient clairement définis. Le personnel est peut-être responsable des procédures, le conseil d'administration est responsable des politiques. Donc, même si vous avez un document qui englobe les 3, il faut que ces 3 niveaux soient clairement définis. Et comme je vous l'ai dit, je vous ai préparé des modèles qui vont vous expliquer quand est-ce que les choses devraient être faites ou non. Maintenant, en ce qui concerne le contrôle, nous avons parlé des politiques. Et donc, il faut avoir des solutions de contrôle en place. Je sais que la majorité d'entre vous sont des petits organismes. Vous n'avez pas toujours les ressources humaines nécessaires, le personnel nécessaire pour effectuer toutes ces tâches séparément. Vous avez peut-être une personne qui est responsable de la paye et responsable des politiques. Donc, même s'il n'y a pas une séparation des tâches, il faut comprendre que dans ce cadre, les politiques et procédures devraient tout de même couvrir les différentes fonctions. Si c'est une personne qui fait toutes ces choses, votre politique devrait dire que si le gestionnaire des finances fait le chèque, ce n'est pas à lui de le signer, c'est le conseil d'administration qui va le signer, car le conseil d'administration est une partie tierce. Donc, c'est possible, même au sein d'un petit organisme, d'avoir une séparation. Même si vous n'engagez pas une personne pour faire certaines tâches, vous pouvez répartir ces tâches au sein de votre personnel existant. Ensuite, les solutions de contrôle visent aussi à la réconciliation bancaire mensuelle. Par exemple, lors de votre réconciliation bancaire mensuelle, vous voyez que votre conseiller administratif ou votre gestionnaire de paye a ici un chèque qui ne devait pas être émis. Cela peut vous prendre 6 mois avant de réaliser qu'un chèque a été autorisé sans que ça a été autorisé alors que ça ne devait pas être le cas. La plupart des banques peuvent vous alerter le mois d'après, donc entre le 5 et le 10 du mois d'après. Et donc, vos réconciliations bancaires devraient être réalisées mensuellement. Si votre déclaration est disponible le 5, votre relevé bancaire est disponible le 5, cela ne vous laisse pas beaucoup de temps pour réaliser ce qui s'est mal passé le mois d'avant. Ensuite, en ce qui concerne les formulaires d'autorisation, il faut faire preuve de précaution, car il faut s'assurer que pour chaque ligne de dépense, il faut s'assurer qu'il y a une autorisation. On ne veut pas que de l'argent de programme soit dépensé sans autorisation. Et j'ai développé un outil pour que vous puissiez faire cela, un modèle que vous pourrez utiliser. Par exemple, s'il faut payer quelqu'un pour le transport ou rembourser certaines dépenses, il faut qu'il y ait un formulaire d'autorisation en place pour que vous ayez une trace de ces dépenses. Car on ne pourra pas se dire dans 6 mois, « Oh, je ne le savais pas ». C'est une chose d'avoir le formulaire, mais il faut aussi avoir l'autorisation. Le formulaire devrait être dirigé par le coordinateur de programme. Et pour les autorisations, il faut que ce soit une partie tierce. Par exemple, le gestionnaire des dépenses devrait connaître le budget et les différentes lignes de dépenses. Si vous n'avez pas un gestionnaire des finances, et c'est une seule et même personne qui fait toutes ces responsabilités-là, assurez-vous que les rôles soient bien définis. Ensuite, en ce qui concerne
l'argent comptant, les petits flux de trésorerie, c'est facile de perdre cet argent. Donc, il faut qu'il y ait des formulaires en place pour faire la réconciliation, pour s'assurer est-ce qu'il y a une perte d'argent. Car s'il manque, par exemple, 2 $, demain, ce sera 20 $. Et il faut s'assurer qu'on identifie ces écarts ou ces mauvaises utilisations. Alors, il y a toute la partie sur la surveillance des cartes de crédit et les limites de la petite caisse. C'est très facile de s'y perdre ici et d'avoir justement une mauvaise utilisation des fonds. Vous pouvez perdre une carte de crédit. La mauvaise personne qui n'a pas, peut-être pas l'autorité d'utiliser les cartes de crédit. Au de ce jour, on a simplement de juste taper simplement. Et c'est très difficile de démontrer à une banque que ce n'est pas vous qui avez fait cet achat. Alors, si vous avez une carte de crédit, c'est important de vous inscrire pour recevoir les notifications. Alors, si quelqu'un utilise votre carte de crédit, vous allez le savoir immédiatement. Là, le pouvoir de signature, j'ai créé une politique pour vous et c'est important que vous ayez aussi des contrôles de la feuille de paye et le temps. C'est la personne qui est en train de faire le contrôle des paies et du temps, ce ne devrait pas la personne. Alors, c'est important que c'est envoyé au directeur pour son approbation finale. Merci. Prochaine diapo. Alors, les politiques communes, alors, par exemple, des limites aux achats. Par exemple, une personne ne devrait pas être en train d'approuver des achats de X montant. C'est à vous de décider le montant, que ce soit 10 000, 20, 2 500, etc. Et ça, c'est aussi applicable au directeur général. Alors, il devra avoir une limite pour le directeur général. Et si tout montant qui dépasse ce montant, ça devrait être envoyé au conseil pour son approbation. Alors, les éléments que vous pouvez faire pour assurer le contrôle. Et aussi, par exemple, autorité d'approbation. Si des chèques de plus d'un certain montant doivent être envoyés au conseil pour son approbation, vous ne devrez pas simplement avoir une personne qui est en train de signer les chèques parce que clairement, ça enlève tout le contrôle et ça augmente la possibilité pour la mauvaise utilisation des fonds. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir les pouvoirs de signature, entre autres. J'ai créé un modèle pour vous et n'hésitez pas à vous créer des modèles de formulaire de réquisition et d'avoir une procédure pour toute personne qui signe ces formulaires. Et ça devrait être déclenché par la personne qui est responsable pour la gestion du budget, mais ça devrait être la personne qui est responsable pour la gestion du budget de l'agence. Vous avez besoin aussi d'avoir un- une responsabilité de documenter des données financières, aussi une politique de réserve de surplus. Et il est très important que vous devrez avoir une politique ou une cadre de gestion de risque en place. Désolé, Roger. Alors, alors il nous reste toujours 10 minutes. Alors, je me demandais si vous pouvez peut-être à 5 minutes et peut pas s'en prendre de présenter les autres diapos la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez me dire combien de diapos il me reste? Je pense qu'il m'en reste 4. Il en reste 9. Alors, on va terminer avec la vérification externe. Et oui, bien sûr, on peut présenter les autres diapos la semaine prochaine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de contenu. Alors, cette manière, les gens peuvent absorber les leçons à retenir. Alors, c'est quoi une vérification externe? Tel que mentionné, alors, malgré la taille de votre organisation, une fois que vous devenez une OSBL ou une organisation créative, vous allez devoir être assujetti à une vérification interne. Alors, c'est vraiment un examen approfondi de tous les dossiers de l'agence. Cependant, il y a une mécompréhension que les vérificateurs préparent les états financiers. Ce n'est pas le cas. L'agence doit préparer ses états financiers. Le vérificateur examine vos états financiers. Le vérificateur n'arrive pas chez vous pour y préparer ces états. Alors, ça vous encombre à vous de faire ces préparations. Le vérificateur va aussi regarder différents contrôles internes. Alors, on parle de la lettre
de gestion. Alors, l'avis de ces contrôles internes sont présentés. La vérification externe vise à faire le point suivant. C'est simplement d'assurer que les agences sont en train de faire ce qu'ils devraient de faire et d'offrir un avis vis-à-vis de la santé financière de l'organisation et aussi assurer qu'elle est libre des erreurs importantes. Et parce que c'est possible que justement le vérificateur peut-être ne va pas identifier la mise à utilisation des fonds. Alors, si quelqu'un utilise 20 $ pour acheter justement des monnaies pour la TCC, mais prend ces monnaies pour vous, c'est pour eux-mêmes et pas pour le bénéfice du programme. Le vérificateur ne va pas pouvoir identifier chaque erreur ou chaque mauvaise utilisation des fonds. Mais oui, ils vont être capables d'identifier ceux-là qui viendront à la lumière. Ce n'est pas la responsabilité du vérificateur de préparer les états financiers. Ça encombre le vérificateur de les vérifier. Alors, la vérification interne, normalement, c'est menée par un comptable ou un cabinet indépendant. Ça ne peut pas se faire à l'interne. Pour les états financiers, ça doit se faire par une partie tierce. Le vérificateur est là pour offrir une opinion non biaisée. Normalement, c'est effectué annuellement. Il y a aussi toute la relation sans lien de dépendance. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucun lien interne avec l'agence. Le vé- La vérification externe vise à évaluer que les états financiers préparés et présentés par le personnel soient corrects et complets. Je dois étirer cela parce qu'il y a une mi-compréhension que vis-à-vis le travail du vérificateur. Ils ne sont pas là pour préparer les états, ils sont là pour les vérifier. Alors aussi, la vérification vise à identifier et formuler les recommandations à propos d'écarts dans le contrôle et normalement, les vérificateurs adressent le rapport au CA par l'entremise d'un comité. La plupart que le vérificateur devrait communiquer avec le directeur général, mais en effet, il devrait être en contact avec le trésorier du CA. Ça devrait être la ligne de communication. On doit s'assurer qu'il n'y a aucun filtrage de renseignements entre ces deux entité. C'est la raison pour laquelle le vérificateur s'adresse au CA. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'on va terminer ici parce qu'il est 13h25 pile. Alors, je crois qu'on a quelques temps de contribution. Je pense que ça devrait partir sur la durabilité jeudi prochain. Alors, sur ce, Adèle, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Roger. Si on peut passer à la diapo 37, s'il vous plaît. Roger, est-ce que vous avez des derniers propos à offrir à notre auditoire? Alors, voici les renseignements et mes coordonnées. Je vous invite à envoyer toutes questions que vous pourriez avoir pour Adèle. Je serai de retour jeudi prochain. Je vais pouvoir prendre vos questions à ce moment-là. Il se peut que vous avez des agences plus spécifiquement à votre agence. Vous pouvez vous mettre en contact directement par courriel. Je serai ravie de prendre toutes vos questions. Mais sinon, je vous invite à préparer vos questions, de les envoyer à Adèle en amont. Comme ça, je vais avoir le temps de les examiner et je serai ravie de pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez envoyées. Alors, avant de céder la parole à Adèle, j'aimerais vous remercier pour votre participation et pour votre assistance, votre engagement à la formation. Je sais que la finance, la comptabilité présentent des enjeux et en tant de directeur de programme, on laisse cette tâche aux coordinateurs de financiers, mais vous devrez avoir des données. C'est la raison pour laquelle que vous essayez de pouvoir apprendre et je suis fière qu'on on est en train d'entreprendre la bonne direction. Merci beaucoup pour votre participation et j'ai hâte à répondre à toutes questions que vous pourriez avoir pendant la prochaine session. Adèle? Est-ce qu'on peut passer la diapo 39, s'il vous plaît? Alors, en premier lieu, j'aimerais vous remercier, Roger, pour cette excellente présentation. Si je dirais que j'ai tiré davantage de cette présentation et j'ai mon propre lot de questions vis-à-vis de la gestion financière. À titre de rappel, la semaine prochaine, on va vous offrir une séance de suivi. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous pouvez le faire à travers Slido. Je sais qu'il y a déjà des questions qui ont été envoyées. Vous aussi, vous nous envoyez vos questions par courriel et on va pouvoir vous répondre pendant la séance
suivi la semaine prochaine. Ça va avoir lieu le 14 décembre 2023. Ça va être une séance d'une heure entre midi et 13 heures, l'heure de l'Est. Prochaine diapo. Et un autre message que j'aimerais passer aujourd'hui, nous avons développé un nouveau atelier à l'extérieur de ces séries et ça va porter sur la rédaction des propositions. La deuxième partie, parcourir la demande ADP de l'ERC. Vous allez voir le premier atelier le 21 décembre. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à nous faire part de cela. On va pouvoir vous envoyer l'invitation. Et suite à cette session, on va avoir une période de questions-réponses le 4 de janvier entre midi et 13h30. Ce sera une période aussi pour pouvoir prendre toutes questions que vous pourriez avoir. J'aimerais remercier notre conférencier, nos interprètes, et j'aimerais remercier tout le personnel au casier qui sont là pour nous soutenir pendant cet événement. Et merci beaucoup à tous et toutes d'avoir participé à cet événement. Merci, je vous souhaite une excellente journée.